nécessaire et que nous avons toujours, moi personnellement j'ai l'impression que je parle qu'un instrument qui me gêne un peu, mais en vous disant ça, ça me permet aussi de calmer mon émotion. Si nous sommes là aujourd'hui, mais je crie au plus fort. Ça va? Vous entendez au fond? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un réglage pour monter plus haut? Donc, nous faisons un petit mise au point. Ça sera quand même plus sympathique pour ceux qui font la conférence et qui vous parlent, d'être penchés comme ça et de voir que le fond ne sera pas très sympathique. Ça y est, c'est possible? Vous entendez là? Oui. Bien. Bien, je reviens à cette journée que nous allons passer autour de Noël, que certains connaissent, que certains ne connaissent pas, que d'autres ont vécu avec lui une particularité de leur vie, les intimes. Nous souhaitons que cette journée soit une journée de transmission. Noël, ce qu'il voulait, et il avait raison, et nous en sommes bien d'accord, ce qu'il voulait, c'est que pas d'hommage. Généralement, on fait un hommage, et une fois que l'hommage est terminé, on se dit ouf, la chose est faite. Nous avons souhaité aller dans le sens qu'il demandait, c'était de transmettre. Donc Noël a toujours transmis, et nous avons essayé, nous allons tenter aujourd'hui, de vous donner, j'allais dire, le goût de cet homme, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour d'autres, d'aller encore plus loin dans la réflexion, et pour certains, de se rappeler de merveilleux souvenirs, y compris des souvenirs que nous ne connaissons pas, mais qui habitent chacun d'entre nous. Cette journée, elle est placée sous... je prends mon petit bout de papier parce que je ne suis pas plus fort que l'un d'entre vous. Je fais avec ce qui est présent, là, ici, maintenant. Quand vous êtes chez vous, tranquillement, vous pourrez péter tranquillement devant la glace. Il y a que vous voyez, ici, je vous vois tous. Des têtes que je connais, des têtes que je ne connais pas. La journée, il y a marqué conjointement avec Artex. Ce mot assez mystérieux que tout le monde se pose en disant qu'est-ce que c'est qu'Artex. Donc vous avez la possibilité de nous rencontrer Artex puisque nous avons un badge impressionnant qui est beaucoup plus large que les vôtres et rouge grâce au doigté d'Elisabeth. Vous aurez l'occasion de nous rencontrer dans la journée et cet atelier, je n'en parle pas parce que on vous en parlera tout à l'heure. C'est aussi organisé conjointement avec le CISPR, le Centre interdisciplinaire de formation de la psychothérapie relationnelle, avec son représentant, l'ASLG, la Société française de Gestalt, avec son représentant ici, qui à la fois sont des présidents des associations, et le CFPPSI, il y en a qui cumulent. Voilà, donc cette journée va se dérouler dans le plus grand plaisir de se rencontrer, de partager. Nous aurons une ouverture, comme vous avez vu, c'est marqué Jacques Perron, donc c'est moi. Vous allez reconnaître, mais ils se nommeront eux-mêmes, je vais le faire quand même. Marie-Noël Saladé-Granès, notre amie, qui est là, qui j'ai l'air aussi d'être là. C'est, je m'y efforce, je dis. J'essaye. Le Marie Boutroll. Vous connaissez Marie Boutroll. Philippe Groer, qui est là.
Alors d'Artec, je vais continuer. Vous pourrez vous lever et vous mettre de face. Philippe Hardy. Voilà. Elisabeth Taureau. Ceux qui vont animer des ateliers aussi ce soir. Paul Mollier. Françoise Rossignol. Et Claude Hazard. Pour l'instant, nous sommes 9. Tout 9. Bien, vous voyez que nous allons avoir ce matin des communications, des présentations. Vous allez avoir aussi des ateliers. Alors, pas de précipitation, on a pris notre temps, parce que quand vous arrivez et qu'on vous dit qu'on vous inscrire aux ateliers tout de suite parce qu'on ne sait pas trouver les salles, il y a l'angoisse qui monte, et puis certains petits totalitarismes psychologiques. Donc, on fait ça calmement. Je vous présenterai, ne vous inquiétez pas, les ateliers à 11h, et vous pourrez vous inscrire, je vous expliquerai comment. Nous aurons quelques communications après, 2 communications, le repas. Cet après-midi, nous reprendrons avec un hommage à Noël par Claude, une projection de film, et à 16h, de 16h à 18h, des ateliers. Et puis après, nous nous retrouverons. Voilà, ma mission est terminée, ce que je peux dire pour maintenant. Je sens une main qui est tendue, c'est pas pour me saluer, mais c'est pour prendre le micro. Donc je... Vous me reconnaîtrez là-dedans, le repas... Non, ça marche bien, mais pour Donc, vous me reconnaîtrez bien, je me soucie toujours des choses tout à fait triviales. Le repas est à 12h45 jusqu'à 14h15. Il est pris, vous avez tous vos tickets, ceux qui se sont inscrits. C'est au sous-sol. Et le café, vous avez droit entrée, plat, dessert, et le café est servi là-haut, au bar à côté, de façon à vous ramener ici gentiment pour 14h15. Bonne matinée. Là, je passe la parole parce que comment Philippe l'aura tout à l'heure a mis pour le président de la SFG. Juste un petit mot. Eh bien, juste pour vous dire que je représente la SFG et que Noël Salaté était une grande figure de la SFG durant de nombreuses années. Donc, simplement, je transmets notre amitié à tous, à Marie-Noël, et aussi à tout l'ensemble du groupe Artex, dont nous savons le travail qu'ils accomplissent depuis des années, qui nourrit un courant. Et la SFG est très heureuse d'avoir contribué à la réalisation de cette journée. Voilà, ça s'est fait de façon, je dirais, naturelle. Voilà. Donc je souhaite à chacun une très bonne journée. C'est pour toi. Je vais mettre le micro là. On fait un peu de mécanique. Donc nous allons essayer, on va voir. Le titre de cette journée, déjà pour l'angoisse, je voulais dire que bon, il paraît que je parle pas très fort, on me dit. Alors voilà, on va essayer. Avec ça, sois relax, Marie-Noël. Au fond, vous ne criez pas, vous faites un signe, vous ne les entendez pas, ça marche très bien. Alors,
Le titre de cette journée était, nous lui avons donné « L'homme, sa vie, son œuvre, une cohérence ». Donc c'est ce qu'on va essayer de dégager au fil de cette journée. Noël, effectivement, tu le disais, Jacques ne voulait pas qu'on lui rende un hommage. Il voulait qu'on continue à travailler ses écrits. C'est la raison pour laquelle, la dernière année de sa vie, il a rassemblé les textes qui lui semblaient le plus important, qui lui paraissaient le plus important. Et aujourd'hui, je crois que l'ensemble des personnes qui ont préparé cette journée ont eu à cœur de commémorer l'homme, sa vie, son œuvre, son apport à la Gestalt thérapie, mais aussi son rapport. Il a participé à ce mouvement humaniste existentiel, vous connaissez bien, et lui tenait à appeler cette thérapie la Gestalt thérapie existentielle. Nous reconnaissons qu'il a contribué largement, comme l'a dit Yves, au mouvement gestaltiste, d'une manière généreuse. Et je voudrais rappeler ce qu'il disait. Il disait « Je ne cherche ni ne désire impressionner. Ce que je souhaite, c'est pouvoir partager avec enthousiasme ce que j'aime parce que c'est beau. Faire accéder à et pénétrer un univers inconnu, une découverte nouvelle, un monde vaste et prégnant, autre et grand, qui ne se livre cependant qu'à celui qui sait s'en imprégner avec humilité. Car la beauté, comme la vérité, ne se livre qu'à celui qui est disposé, ouvert à l'accueillir. Donc cette journée a été organisée par Artex, cet atelier de recherche de thérapie existentielle que Noël avait créé en 1989, qu'il a quitté en 2006 pour des raisons de santé. Eh bien, Artex, tout comme les organismes auxquels il a participé, aujourd'hui, effectivement, ont tenu à ce qu'il y ait une journée spéciale pour nous rappeler cet homme, cette œuvre. Je vous remercie sincèrement d'être là, parce que pour moi c'est émouvant, et je pense à Noël et je me dis, il aura un grand sourire et il dirait « Ah, chouette, je suis content ». Et puis en même temps, il dirait « Non, mais c'est un peu trop tout ça ». Ça, c'était Noël. Noël avait exprimé le désir, comme je le disais, que l'on continue à travailler, à approfondir, à partager. Certaines thématiques dont il nous avait ouvert les portes, et je voudrais rappeler ici le symbole de son médaillon, Janus. J'ai de l'émotion. Janus, c'est le dieu des portes. C'est le symbole qui marque à la fois le passé et le futur. C'est le solstice d'hiver et d'été. C'est le passage. Noël était un passeur. Il était un passeur pour nous ouvrir à certaines portes de la connaissance. Et je tenais à vous représenter son médaillon. C'était un passeur pour nous permettre de trouver plus de sens à notre vie et à notre pratique de thérapeute. Lorsqu'il a fait le choix de nous quitter le 11 juin 2012, il a repris tous ses écrits en disant « À la fin de ma vie,
Voici les textes que je juge importants. Par l'écriture, je mets en scène ce que j'ai appris. Je l'écris pour ne pas oublier. C'est une formulation pour moi-même et mes étudiants. Pourquoi? Parce que Noël n'écrivait pas pour lui, il écrivait pour transmettre, il écrivait pour que quelque chose, une pensée se développe et qu'on continue. Et enfin, en relisant une de ses entrevues sur la liberté, il a dit « Toute ma vie, je me suis questionné sur les mêmes choses, les valeurs, la responsabilité, et je donne les mêmes réponses. » Pour moi, Noël, ce qui est important est que je sois en mesure de répondre en exprimant des idées claires et cohérentes dans mon discours. Et c'est ce qu'on va retrouver dans tous ces écrits. Des idées claires et cohérentes. Il disait, ma structure est cohérente, satisfaisante et assez inébranlable. Il faut dire qu'on se souvient de lui qui disait, non, ça c'est pas de la gestalt. Enfin, quand il sortait un peu de la gestalt, on n'osait pas lui dire, mais Noël, là, c'est pas vraiment de la gestalt. Au fond, il disait, tout cela, c'est ce que je suis, ce que je crois, ce que je sais. J'ai beaucoup réfléchi à cette journée et je me suis dit, comment présenter 82 ans de vie, une œuvre considérable, quand on voit dans l'opus 1, le dernier texte réuni, tous les textes que vous voulez rassembler, ont été rassemblés dans les cahiers opus 1, et 13 pages de bibliographie. Et alors, en quelques minutes, il fallait présenter tout cela. Alors moi, je me suis dit, au fond, ce que Noël a exprimé, ce sont des valeurs et des motivations. Alors, aujourd'hui, pour partager avec vous cette rencontre avec Noël sur l'existentiel, à travers une expérience de vie, des événements, une histoire, des époques, des rencontres, je me suis dit, essayons de comprendre comment s'est construit l'homme et sa structure. Alors d'abord, je me suis dit, on pourrait peut-être s'interroger sur les fondements existentiels. Comment se sont construits ses propres fondements existentiels? Il est né, je vous le rappelle, le 3 décembre 1929. Pour ceux qui ne le connaissent pas, d'un milieu privilégié, on ne peut pas dire qu'il y avait des problèmes d'argent. Les valeurs, on pourrait dire, étaient tout de même bourgeoises, aristocratiques, individuelles. Sa mère, il vous en parlera dans le film. Parce que dans le film, c'est Noël qui raconte Noël, il va vous parler de sa vie. Sa mère, c'est une maîtresse femme. Elle régente toute la maison. Et il se souvient de ses paroles, Noël, sois raisonnable, vois les choses à ma façon. Son père, lui, est en retrait, il ne s'oppose pas à sa femme. Et le fait qu'il souffre de sourdité ne facilite pas la communication. Et puis il a un frère de 5 ans, son aîné, un frère brillant, sur le plan tant intellectuel que sportif. Dans cette famille, il y a peu de partage, peu de relationnel entre les membres de la famille. Les enfants sont là pour être vus et non entendus. Alors Noël a conscience du monde dans lequel il vit. Il reconnaît le manque d'un père. Il ne partage pas, il ne veut pas être sous l'emprise des valeurs de sa mère. On comprend un peu. Il fait l'expérience d'un manque de présence et d'intérêt, et cet intérêt réel à ce qu'il est, à ce qu'il vit. À 9 ans,
Oui, Noël a été petit aussi. Il fait l'expérience du vide existentiel. Et je pense que c'est intéressant de vous rappeler cette histoire. Voilà, 9 ans, il veut taquiner son frère. Alors, il le suit, et son frère ferme la porte de la salle de bain et dit « Non, ça suffit, tu m'enlèves. » Noël ne s'arrête pas là. Vous connaissez Noël, il ne s'arrêtait jamais. Alors, il passe par l'extérieur de la maison, il y avait une petite corniche, il longe la corniche, il voit la fenêtre de la salle de bain ouverte, et il dit « Je vais quand même rentrer par la fenêtre. » Et au moment où il arrive à cette fenêtre, il va pour entrer, et le frère, sans le savoir, ferme la fenêtre. Et Noël raconte, à ce moment-là, je vois le vide sous mes pieds, je réalise où je suis, et là, panique. Il dit, je ne sais pas comment je suis revenu à l'intérieur de la maison, mais en tous les cas, je suis revenu tremblant. Et j'ai réalisé à ce moment-là la confrontation au choix que j'ai eu à faire dans mon existence, à la décision que je devais prendre de retourner ou de me laisser le choix, à la solitude et à la responsabilité. De ce retour sur la corniche, c'est resté un événement très traumatisant. Et on est heureux qu'il ait pu retourner sur la terre ferme, parce qu'on n'en pourrait pas aujourd'hui. Mais toute sa vie, il gardera cette expérience. À cette époque de sa vie, Noël est en quête de sens par rapport à la vie et il songe à devenir pasteur. Il a alors 14 ans. C'est l'époque de la guerre, son frère fait de la résistance, il fait passer des personnes juives en Suisse, dans le maquis, et sa mère ne veut pas que cet enfant mette sa famille en péril. Et Noël se souvient d'une confrontation dans la salle de bain de l'hôtel des Bergues. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à Genève, et c'est quand même un assez grand hôtel. Et devant sa mère, il dit « Je suis avec toi, car je sais que tu as raison. » De cet épisode, il raconte « Je savais me déterminer face à ma mère et au risque que cela pouvait entraîner dans notre relation. » Et il ajoute « Car ça, elle ne l'a jamais oublié. » Mais il ajoute aussi pour moi « La responsabilité était la valeur clé vis-à-vis de quelque chose d'essentiel. C'est une attitude positive. » Et souvent, il emploiera le mot « attitude positive » pour parler de la responsabilité. Et c'est une attitude positive. Il fallait aider ces personnes face à l'horreur nazie. Et c'est le genre d'attitude qui a guidé toute ma vie. Puis c'est la rencontre de Noël avec la mort, celle de 2 fils, les fils Foix, qui avaient pris le maquis, de ses cousins qui sont morts dans la marine, cousins anglais, dans la marine anglaise. Et cela lui pose encore une fois la question du sens de cette guerre, qui fait qu'un homme a ses 2 seuls fils fusillés, au nom de quoi? Étant donné que ces soldats agissent sur des ordres, quelle est alors la place de leur responsabilité? Pour lui, c'est la question de la morale, du bien, du mal, la responsabilité. Et il dit ce qu'il avait décidé à ce moment-là, c'était que ce qui était bon pour lui devait être bon pour l'humanité. Plus tard, il y a des rencontres importantes qui ont constitué ces valeurs. Il en a souvent parlé, il avait souvent entendu dire
quel a été l'apport du texte de Sartre, sa rencontre avec Sartre et l'existentialisme est un humanisme. Il en parlera dans le film et il dit c'était ça. Il le dit comme ça. Eh bien, pourquoi ce ça? C'est que les mots dignité, engagement, choix, décision, responsabilité, ça prend du sens tout d'un coup pour Noël. Il y a là une philosophie de l'homme qui n'est pas enfermée sur lui-même, mais toujours présent dans un univers humain. L'homme n'est pas encore défini, il va se définir par les actes qu'il pose. Ça, c'est important. Alors, Noël entend ça, il a 16 ans, alors il pose des actes. Et de l'avenue Foch, ses parents avaient un immense appartement, il distribue des tracts en disant « L'argent des riches doit aller aux pauvres ». Je ne vous dis pas la réaction du frère et de la famille. Il était complètement ahuri, révolté, en disant « C'est pas possible ». Mais le premier rapport de Sartre résonne en lui. Cet apport est le suivant. L'homme a une conscience libre qui ne s'engule pas dans le monde et le transcende par sa visée intentionnelle. La liberté est dans le monde, concrète, en face des choses et des hommes et à chaque instant. À chaque instant, j'ai à me choisir. Cette liberté est en situation. Et par ma liberté, je peux rencontrer des limites. Cela marquera sa vie et son œuvre, sa conception de l'existentialisme. Il dira, l'existentialisme est un humanisme, c'est la grille par laquelle je passe ma vie, et en particulier ma vie professionnelle. Alors ce que l'on voit là, c'est que Noël a une philosophie morale, fondée sur une certaine conception de l'homme, et la valeur, c'est l'humain. Il dira, la philosophie morale, c'est uniquement ce qui m'intéressait. Une culture protestante m'a orienté sur des philosophies de responsabilisation. C'est aussi une philosophie de l'action engagée, une philosophie créatrice. Et là résonnent les mots de Sartre, le choix de mes actions engage moi-même et l'humanité. Car pour Noël, être existentialiste, c'est une attitude face à l'autre, avec une philosophie de fond qui porte sur une morale et des valeurs, avec un objectif sous-jacent, remettre la personne dans un mouvement de vie. Et cela face à une personne qui a des problèmes existentiels. Enfin, il rencontre Françoise, une jeune fille juive, dont toute la famille, à l'exception de sa mère, a été déportée à Auschwitz, sans en revenir. Elle ne sera pas acceptée par la mère de Noël, justement parce qu'elle est juive. Noël a un autre modèle, celui de la mère de Françoise qui, seule, après la guerre, malgré la folie dans laquelle l'avait plongé le chagrin d'avoir perdu son mari et toute sa famille, a repris des études et est devenue médecin. C'était pour lui un exemple de dignité et de courage. Le jeune couple a 20 ans, il se marie à Genève, à la chapelle de l'ONU, sans la présence de la famille. Seul le prêtre qui a caché François pendant la guerre est présent, et Noël fait les ponts avec sa mère durant une longue période. Les possibles, disait Sartre, sont angoissants parce qu'ils dépendent de moi, seul, de les soutenir dans l'existence. C'est l'âge de 18 ans, et à ce moment-là, Thoreau devient un autre de ses références. Et il avait sur son bureau en permanence la citation de Thoreau.
Être philosophe, ce n'est pas seulement avoir une pensée subtile, ni même fonder une école. C'est aimer la sagesse, au point de vivre selon des préceptes. Une vie de simplicité, d'indépendance, de générosité et de confiance. Il s'agit de résoudre certains des problèmes de la vie, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Tout comme Thoreau, il aura le souci de rester dans une réalité avec une application pratique. Un autre de ses maîtres a été Alan Watts, qui a écrit entre autres Éloge de l'insécurité en 1951 et qui est toujours d'actualité face à l'insécurité du monde dans lequel on vit parfois. Mais tous deux, Alan Watts et Henry David Thoreau, ont influencé plus tard le mouvement de contre-culture américaine et d'affirmation du potentiel humain, du pouvoir, de la non-violence, mais aussi du devoir de désobéissance par rapport au non-respect des droits de l'homme. Pour Noël, cela représentait une forme de positionnement, d'engagement par rapport au mouvement social. Il va passer un temps où il va vouloir devenir psychiatre, mais il commence des études de psychologie, part un temps dans la vie active, finalement entreprend des études de droit à Aix-en-Provence. Il veut contribuer au monde en ayant une action significative. Et il s'engage syndicalement, très engagé dans la Nouvelle Gauche, la création de la Nouvelle Gauche. L'existence est transcendance. Elle est avant tout un projet d'être vers un possible que l'on n'a pas encore. Encore une citation de Sartre. Donc pour Noël, c'est la morale de l'engagement, de la nécessité de s'engager. Il cherche à avoir une solidarité avec le monde. Il le fait avec conscience et au nom de valeurs. La seule valeur en ce monde, disait Sartre, c'est l'homme qui la possède. Non parce qu'il est une fin en soi, mais parce qu'il est l'être qui, par son action, inscrit la valeur dans le monde. Noël voulait devenir juriste criminologue. Finalement, il obtient une bourse à l'université de McGill de Montréal pour faire un doctorat. Et finalement, il prend un autre chemin. Il arrive à l'organisation de l'aviation civile. Il est engagé comme traducteur. Et il dit en souriant, j'étais tellement efficace comme syndicaliste qu'ils se sont dit, ce gars-là, vaut mieux qu'on l'ait avec nous. Et je suis passé rapidement du côté des cadres. Il dit enfin, j'ai défendu mes valeurs à l'occasion de l'exercice de mes différentes fonctions, comme étudiant, fonctionnaire international, consultant, linguiste, enseignant et thérapeute, mais aussi comme mari, père de famille, avec mes amis. Je ne peux résister à partager avec vous ce que son ami Julien Torini m'a rapporté cet été. Ils étaient à l'université de Montréal dans les années 70, je vais dire 70. Noël participait à une journée d'animation. Il avait convaincu tout le monde du thème de la journée, lui qui courait sans cesse dans les diverses organisations, les réceptions. Et il a choisi le thème, il a convaincu tout le monde, c'est « on s'arrête ». Alors bon, on s'arrête. On s'arrête et on discute. Pour ceux qui connaissent Noël et qui se souviennent de Noël, ça lui ressemble assez. On s'arrête. Donc, ben oui, il faut faire une application pratique de ça. Alors Noël, en allant à l'université, s'arrête à un panneau stop, prend le panneau stop, il l'emmène à l'université et il dit « on s'arrête ». Et bien sûr, à la fin de la journée, il a remis le panneau en place. Parce que ça, c'était aussi Noël. On remet les choses à leur place. Il avait mis là en application ce qu'il répétait souvent, ce qu'il y a de plus profond au niveau racine, et la réalisation que vivre son existence à tout moment, à tous les coins de rue, cela implique des choix.
L'acte d'existence est un acte de choix continuel. Et cet acte de choix est fondé sur un axiome qui dit que c'est moi qui choisis et que j'en prends la responsabilité. Son expérience d'animation le met en relation avec un monde qui est bien différent du monde des Nations Unies. Il dira c'est un monde de 68 arts, ça voulait tout dire. Et là, il sera confronté à des relations, des problèmes nouveaux qui vont lui faire revoir encore ses valeurs, en tous les cas les renforcer. C'était un autre monde. Et puis, Noël ne s'arrêtait pas là, je l'ai déjà dit. Il a réentrepris des études de psychologie sociale. Il a été travailler à Bethel avec Lewin. Bethel, c'est dans le Maine, aux États-Unis. Il veut connaître la recherche-action. Il découvre le mouvement humaniste. Il trouve ses origines de ce mouvement dans une certaine conception de l'homme, avec une éthique. Il y a là donc un nouveau regard sur le comportement humain, sa complexité, sur les problèmes qui sont associés. On est à l'origine d'une nouvelle psychologie et psychothérapie, et Noël s'inscrit dans ce mouvement, dans cette mouvance, et ses références deviennent Maslow, Guggenthal, Frankl, Tillich, Rolomé. Pourquoi aussi cette entrée, cet accrochage à ce mouvement? Parce que cette association de psychologie humaniste était composée de juifs allemands, de gens qui avaient fui l'horreur nazie et qui avaient aussi une certaine conception de la dignité de l'homme et des droits de l'homme. Ils avaient fui l'horreur nazie. Et donc ils défendaient une morale, des valeurs, une éthique que Noël nous fera partager avec l'implication de tout cela dans la pathologie et la conduite de la thérapie. Parce que, qu'est-ce que c'est pour lui un humaniste? C'est quelqu'un qui défend des valeurs et qui place le respect de l'homme par-dessus tout. Il est proche de Buber, parce que, dit-il, Buber met en valeur dans la relation, ce qu'il met en valeur, c'est l'authenticité, le dialogue, et surtout la connaissance des valeurs sur lesquelles on va établir le dialogue. Parce que le je et le tu, et l'importance du dialogue, est une expérience de soi qui permet de restaurer une image de soi face à l'autre en tant qu'existence. Et dans ses attitudes et postures, la personne est confrontée à son être. Comme Rolomé, Buber parle de la relation comme directeur de vie. Et donc, tout ce type de relation a des implications existentielles. Noël rentre ensuite au Centre international de la psychothérapie avec Ernest Godin, il devient coformateur. Là, l'existentiel pour lui reprend toute sa place. Il s'intéresse à la formulation des données existentielles lorsqu'il voit cette formulation dans le livre de Garneau et Larrivée, l'autodéveloppement. Et là, tout d'un coup, il dit, oui, c'est ça. Alors, s'il travaille avec les grands noms de la Gestalt, comme Jan Teff, comme Laura Pearls, et surtout avec son maître, celui qui deviendra son maître, Isadore Fromm, maître et ami, il fait le choix de quitter les Nations Unies et il s'installera comme psychothérapeute avant de finalement, donc il revient à la clinique, avant de finalement de choisir donc définitivement cette voie. Je m'arrête un instant et je vous demande, est-ce que vous ne trouvez pas ce parcours impressionnant? Pour moi, c'est impressionnant. Et je n'ai pas mentionné sa démarche spirituelle. Et tout cela me semble impressionnant. Il disait de ses valeurs, j'ai essayé d'appliquer tout au long de ma vie, être fidèle à moi-même. Cela rejoint de ne pas se compromettre. Je crois, dit-il, que j'étais un être sans compromission.
car se compromettre veut dire vivre de façon contraire aux valeurs exprimées. J'ai parfois été utopique, ça c'est vrai. Naïf, ça c'est vrai aussi. En ce sens que cela a été une naïveté optimiste, positive, ça c'est Noël, et non pas négative. La valeur de ma vie a été d'aller dans une direction positive, et là j'emploie le mot responsabilité. Cette valeur a parfois été bafouée. Je n'ai pas fait tout ce qui a été possible, et j'ai eu mes limites. Donc voilà, c'est là où on va rencontrer Noël, nous, dans les années 80, parce qu'il rentre là avec 2 livres dans ses poches, je dirais dans ses valises. Le livre de Goodman, de Pearl Evelyn Goodman, Gestalt thérapie, et puis Psychothérapie existentielle, qui était en anglais à l'époque, de Irving Yalom. Il aurait pu s'installer dans le sud de la France, ce qu'il avait à ce moment-là hérité de sa mère. Eh ben non, il remonte à Paris. Il rencontre le syndicat des psychothérapeutes, il s'installe, il s'engage à la SFG et il sera coformateur du Centre interdisciplinaire de formation à la psychothérapie. Je laisse la parole à Philippe et Marie pour nous parler de cette période. Je fais l'introduction de notre échange dans la mesure où nous avons décidé de parler de Noël, nous deux, du point de vue professionnel, non pas du point de vue de la profession, mais de Noël dans son rapport au professionnel. C'est un choix. Nous parlons de Noël dans les différentes organisations. Vous avez vu que l'entête du programme, je le répète, c'est Artex qui a réfléchi, mais soutenu, accompagné par les 3 organismes dans lesquels il est intervenu, c'est-à-dire le SNPPSI, syndicat des psychothérapeutes, la SFG, association de gestaltistes, et le CIFP, le centre de formation. Parlant de ces lieux, je commence par laisser la parole à Philippe Groer, en tant que président du SNPPSI, qui va nous parler de Noël dans le cadre du SNPPSI. La dernière fois, j'ai parlé en particulier que j'ai parlé de Noël devant un public important. Il y en a quelques-uns ici qui doivent s'en souvenir, c'est aux États généraux de la Gestalt, et j'ai fait le flop de ma vie. J'ai rien pu dire, j'avais trop à dire et j'ai rien pu dire du tout. Je l'ai mal copié, pour la responsabilité. Et naturellement, je suis marqué par ce flop, j'ai absolument pas envie de faire un bis. On va voir comment je vais m'en tirer là. Alors en plus, elle m'a tout chamboulé. Ça. Tu l'ai pris en main. Elle m'a pris en main, mais elle m'a chamboulé. Si bien que je ne sais plus où j'en suis du tout. Je suis obligé d'improviser. C'est là qu'il est le meilleur. Oui, c'est ça. Alors donc, je navigue. Alors, le SNPPSI, c'est un syndicat, ça vous savez, syndicat national des professeurs de psychothérapie. C'est pour l'instant au nom de ça que je parle. Et Noël, je suis perdu. Alors, Noël est arrivé au SNPPSI, je crois, en 80, peu après sa formation, la formation de la constitution du syndicat. Bon, je crois que la première chose à dire, là, cette fois-ci, c'est en impôt, parce que je n'ai pas de papier, j'y arrive pas, c'est que Noël était un militant. Je sais de quoi je parle, parce que je crois que je le suis aussi un peu. Et on s'est rencontrés là, à ce niveau, et je parle souvent, quand je parle de la psychothérapie relationnelle, et aux gens qui veulent entrer là-dedans, je leur dis,
c'est intéressant, mais il faut que vous sachiez qu'il y a une dimension militante dans ce travail et dans ce métier. Alors, voyez, mais c'est comme ça. Et Noël était quelqu'un de cohérent, Marie-Noël magnifiquement rappelé tout à l'heure, et effectivement, tout ça s'est intégré. Donc, la logique des militants de Noël, c'est que ce que nous faisons requiert un minimum de militance. Alors, c'est vrai que Noël était un homme de valeur, à tous les sens du terme, et que la militance, ça relève effectivement de cette cohérence et de cette logique-là. Donc c'était tout naturel, mais justement ce qui est naturel et évident a souvent besoin d'être expliqué et revu et pensé. Nous sommes retrouvés ensemble dans le syndicat, c'est pas tout à fait par hasard, c'est des gens qui ont un peu le même profil. Et en travaillant ensemble dans des endroits comme ça, il y a aussi une autre chose qui apparaît assez vite, c'est l'amitié. Et là, j'en parlerai tout à l'heure, c'est écrit quelque part dans la chose que je dois prononcer, c'est la filia, c'est très beau mot, c'est très beau concept grec, qui est l'amitié au sens très fort du terme, et ça a traversé entièrement notre relation, mais c'est présent dans notre façon de vivre, en fait, on pourrait dire dans notre mode de vie. Et donc ça s'est développé au syndicat assez vite, assez naturellement. J'ai une petite anecdote parce que c'est marrant. Il y a assez peu de temps, pas longtemps avant sa mort, Noël m'a dit, mais tu sais, je te connaissais avant, on s'était rencontrés avant. Et effectivement, avant l'épisode du syndicat, 2 ans ou 3 ans avant, aux années 80, quand il est arrivé en France, il est venu me rendre visite. Il arrivait et il prenait contact avec des gens qui avaient une certaine, je ne sais pas comment dire, le mot éthique, importance à ses yeux dans le mouvement. Alors j'ai reçu gentiment, c'est un mec sympa. Et puis j'ai laissé complètement partir, j'ai totalement oublié. Parce qu'en fait, j'étais tellement pénétré à l'époque de mon inimportance que je ne voyais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il voulait faire là? S'adresser à quelqu'un qui était plus important que moi, qui était l'image qu'il avait de moi. Et j'ai totalement oublié cet épisode. Et il m'en a jamais reparlé. Il est extrêmement délicat comme homme. Puis un jour, comme ça, sans avoir l'air d'y toucher, mais très, très légèrement, il me dit, mais enfin, je t'ai déjà rencontré avant. Et il n'en a pas dit plus. Et j'ai dû reconstituer tout l'épisode bien après. Et ça donne une idée de la qualité de rencontre avec elle. Ça me touche beaucoup, cette espèce de rencontre à double détente. Une première, pas vraiment ratée, mais esquissée, je sais pas, et reprise après, sans avoir l'air d'y toucher. Et ça donne une idée de sa délicatesse, je pense. C'est pour ça que je le raconte maintenant, c'était pas prévu. Alors, parce qu'on a répété. Alors, ça me fait rigoler parce que la chose à laquelle je suis plus sensible dans la Gestalt, je crois, c'est l'enseignement de Peirce qui dit « no rehearsal ». Ne faites pas de répétition au sens de l'acteur qui répète. Engagez-vous dans le moment et puis vous verrez bien ce qui arrive. C'est là que ça se passe. Surtout, ne préparez pas. Alors Noël disait, il ne faut pas préparer à condition de s'être bien préparé. Et puis il y avait aussi un autre mot qui est vraiment un mot de métier, mais qui m'a beaucoup traversé l'esprit, qui est souvent resté, c'est l'angoisse de performance. C'est-à-dire le trac. Alors, et tout ça, ça fait un paquet, et le paquet, je vous l'amène là, parce que comme ça, je m'en débarrasse un peu. Alors, donc, il faut faire attention à cette histoire-là. Alors, donc, j'ai encore quelques temps. Donc, au syndicat, on s'est bien travaillé dans l'amitié et la passion. Bon, ça nous allait bien ensemble, hein, les caractères ne sont pas tout à fait discordants là-dessus. Et on s'est mis sur un travail un peu qui allait bien dans les cordes de Noël, c'est un travail un peu juridique, puisqu'on jetait les bases de la légitimité de notre profession. Alors, les bases de la légitimité, c'était la première base qu'on a faite ensemble, c'est le code de déontologie du SNCF. Noël était juriste, alors ça aidait aussi. On a fait un
très gros travail là, collectif, qui était vraiment intéressant, qui nous a passionnés, et qui était finalement pas une mauvaise chose, car quand on regarde ce texte, il a maintenant 80, il doit faire 30 ou 40 ans, je ne sais plus, une quarantaine d'années d'âge, il a tenu le coup. Donc, bon travail de fondation. Et puis, il y avait une autre chose dont il fallait s'occuper, c'était la question de la formation. Qui tient la formation, tient la profession, c'est bien connu, et on était en train d'installer la profession. Le SNPPSI de l'époque, c'est autre chose que l'objet actuel qui porte ce nom-là. Il n'y avait que ça. Pas tout à fait que ça, pour être honnête. Et honnêteté, nous savons que c'est une valeur à Noël. Alors, il y avait le PSIG, qui est de 1966. Nous sommes de 80. Et le PSIG, c'était bien. Et on a pensé, d'ailleurs, tout simplement, les fondateurs du SNPPSI ont pensé à aller au PSIG pour s'inscrire. Il y avait un syndicat. Alors vous me direz pourquoi un syndicat, malheureusement je n'ai pas le temps de dire, mais c'est aussi un problème. Alors, mais en fait, je me prépare à le retenir. Et ben, moi, en fait, le PSIG, il regroupait des psychologues, des psychanalystes et des psychothérapeutes. Et il y a eu un besoin organique, je dirais, structurel et structurant de notre profession, de s'affirmer comme les psychothérapeutes, tout seuls et tout court. Donc on fonde le SNPPSI, on commence à légiférer. Et le deuxième volet de la légifération, c'est de s'occuper de la formation. Là, j'étais, j'ai retrouvé toujours président de quelque chose, alors, de la Commission nationale de formation. Et là, c'est une petite commission qui comprenait 4 personnes, c'est pas difficile à nommer. Et il y avait Serge Gingère, qui représentait à l'époque l'EPG et peut-être la SFG, je ne me souviens plus, parce qu'il faut regarder les dates de création de la SFG. L'EPG n'existait pas, il était au sein de l'IFEP, mais la SFG existait en 80. On t'entend quand tu parles comme ça, Ok. Donc il y avait Serge Gingère, qui était complètement engagé lui aussi dans une épopée fondatrice. Et il y avait alors Christian Chazet, qui était un psychanalyste, un peu à la marge, mais homosexuel, flamboyant, un peu fou, et un peu de génie, qui était là et qui était à l'époque, avait été un moment secrétaire général du syndicat. Il y avait Noël, et il y avait moi. Et je ne me souviens pas du détail, parce que quand on m'a dit de raconter l'histoire, il faudrait que je puisse... Je vais arrêter Philippe dans son histoire des 3 mousquetaires et des 4, et je vais lui laisser la parole tout à l'heure pour parler de la formation dans le cadre du CIE. Et ben voilà. Heureusement, je suis Alors, la SFG, Société française de Gestalt, ici, qui n'est pas une entreprise industrielle, donc elle s'appelle société. Ça s'entend pas, c'est bon? Un peu juste. C'est un peu juste. Donc, SFG, pourquoi c'est moi qui en parle et ce n'est pas Yves? Parce que Yves n'est pas un dinosaure, et que moi je suis un dinosaure, et qu'il fallait être un dinosaure pour rencontrer Noël. Une dinosaure, on met au féminin. Bon. Parce que nous n'allons pas parler de la SFG, mais de Noël à la SFG, et que j'ai quelque chose à dire, et beaucoup de personnes présentes ont vécu ces instants-là. Noël a été quasi à la fondation de la SFG. Il y a eu l'Assemblée constituante qui a eu lieu en septembre 81, mais dès octobre 81, Noël était au CA de la SFG. Et ils se sont tous autoproclamés titulaires. C'est pas anodin quand il faut savoir qu'après, il aura beaucoup remis en question l'idée de type et de différenciation dans les membres. Mais à l'époque, tout le CA était titulaire. Je vois encore une assemblée générale, et Jacques est là pour s'en souvenir, où Noël faisait les 100 pas tel le pauvre en cage, disant « Personne ne peut porter le titre de Gestalt thérapeute. On est Gestalt praticien, point. » Et il défendait ça mordicus. Il défendait aussi l'idée de pourquoi faut-il un titre et pourquoi différencier. Et à cette assemblée a été adoptée l'idée qu'il y ait des membres associés au CA. Alors que le CA avant n'était formé que de membres titulaires. Une autre idée qui a été très forte
dans le débat, Noël voulait défendre l'idée d'une société savante et non pas d'une association de professionnels. C'est pour ça qu'il ne voyait pas pourquoi il y aurait titulaire qui est un titre. On n'a pas de titre à donner. On n'a pas non plus à s'évaluer les uns les autres. De quel droit je vais porter un regard sur mes collègues? Il y avait cette attitude-là. Nous sommes une société. Nous sommes une société qui réfléchit, nous sommes des personnes qui réfléchissent ensemble et non pas des personnes qui avons à évaluer qui travaille et comment. Or, pour être titulaire, il fallait se faire agréer par ses pairs. Donc, discussion très forte, beaucoup de conflits, mais toujours très riches, comme toujours les conflits. Arrive un moment de grand conflit dont tout le monde se souvient, qui a été la scission, le départ de personnalités très importantes, de membres qui ont fondé la SFG et qui ont quitté la SFG. Et j'ai réalisé, en préparant ce temps de partage avec vous, que c'est grâce à Noël que la SFG est là. Parce qu'il a été le modérateur et le soutien pour que les membres nouveaux qui se sont mis au CA pour faire redémarrer la SFG puissent travailler sans être parasités par les pesanteurs anciennes. Et ce rôle-là, c'est lui qui l'a porté, et là je peux dire, j'ai été présidente à cette époque-là, et c'est à ce titre que je porte ce témoignage. Le soutien de Noël m'a été très précieux, pour moi comme pour le CA, et certains membres du CA sont ici pour en témoigner. Dans ce soutien, nous maintenions nos divergences. Et c'est ça ce qui est formidable avec Noël. Il était toujours contre l'idée de titularisation. J'étais pour, et le CA aussi, en disant qu'il n'y a pas de cadre légal pour notre profession. Donc, il faut que nous nous battions pour ça. Donc, il faut rester société professionnelle. Il est parti. Il a quitté la SFG. Mais il est revenu. Mais revenu comment? Membre associé. Pas têtu du tout, hein, tête de mule. Mais il est revenu. Parce que Noël ne pratiquait pas la politique de la chaise vide. Il est parti pour dire quelque chose et il est revenu retrouver sa place de parole au sein de la SFG. Et j'ai accueilli le Grizzly ce jour-là avec grand plaisir. Pendant ce temps, il faisait quelque chose avec Philippe Brouwer. Je lui passe la parole. Moi j'ai juste un souci, vous me l'avez confié. Évidemment, on confie toujours les gros soucis à moi, je ne sais pas pourquoi. Le souci que j'ai, c'est qu'il est moins 25. Donc, Philippe va faire ce qu'il n'a jamais fait, c'est un saut périlleux arrière et avant en 5 minutes. En 3 minutes. Bon, Ah ben non, dans 5 minutes, j'arrête. Je fais un signe. C'est parti. vache. Tu peux m'appeler, tu perds du temps. C'est la minute de silence, c'est 5 minutes. La minute de silence, par contre, oui, oui. Plus que 4 minutes et demie. Alors, il manque une transition, donc vous l'aurez pas. Au terme de ce qui s'est passé, une des conséquences logiques, je rattrape une autre transition du travail qu'on faisait pour définir la profession, c'était que cette espèce de mouvement de pensée a continué à se développer logiquement dans une perspective qu'on n'avait pas du tout prévue. Moi, j'étais à l'époque, j'étais assez tutti-frutti par ma formation précédente. J'avais été formé déjà en Gestalt, en analyse énergétique et en d'autres choses. Et je me demandais, et j'avais été avant ça un pape du co-counseling pour ceux qui, alors les parents des dinosaures. Et je cherchais un nouveau point d'atterrissage dans l'espèce d'effervescence institutionnelle de l'époque. Je suis allé voir
la Gestalt, c'était Jean-Jacques à l'époque. Je suis allé voir les gens de la SRAB et je suis allé voir de très près. Et j'ai vu que je ne pouvais pas devenir multicarte, c'était pas possible pour reprendre, m'investir dans 3 ou 4 sociétés en même temps. Tout le monde sait déjà que je suis un peu brouillon de ce côté-là, mais là, c'était trop. Et alors l'idée m'est venue que, comme j'avais fondé aussi le CDPH avant, etc., l'idée m'est venue d'une école d'un type inédit, ça n'existait pas à l'époque, où ce serait diffusé en même temps, où allait se diffuser en même temps des savoirs différents. Et avec, dans le dialogue, les conflits, les machins, parce que ces savoirs ne sont pas forcément, ils jonctent pas nos rapports, je leur fais plus court, et il s'est trouvé que ce désir-là, j'en ai fait part à Noël et à Christian Chazet, et que Noël a tout de suite bien pris l'idée, parce que lui, il sortait du CIG, il sortait aussi d'une école qui transmettait, et quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit oui, on y va. Et on y est allé. Comme je dois faire bref, on y est allé, vous n'aurez pas les détails. Et ça a donné le centre interdisciplinaire, il y avait plusieurs choses, de formation à la psychothérapie, car à l'époque, la psychothérapie, la seule et l'unique, c'était nous. Ce que... Oui. Oui, c'est fini? Encore 5 minutes. Non. Non. 5, 4, 3, 2. C'est fini? Encore 30 secondes pour vraiment pour te faire plaisir. Bon, pour faire plaisir, attendez, machin, truc. Prends la dernière page. On s'en va, c'est ça. Je sais même plus où elle est. Je prends la parole pour terminer, parce que je vais vous parler du plus important. C'est vrai que dans son exigence, Noël a quitté le CFP, trouvant que ça ne correspondait pas à l'exigence que lui avait de la formation. Et il a commencé des groupes de supervision dans lesquels il pouvait passer son travail sur le livre de Piaget de Goodman et surtout, il avait la qualité qu'il cherchait. Ce qui donnera à la fin Artex, c'est-à-dire ce dernier groupe de supervision avec qui il a énormément travaillé sur les interruptions de contact. Et une fois qu'ils ont fait ce travail, il leur a dit, et je dis, il leur a dit, je n'en faisais pas partie, il leur a dit, je n'ai plus rien à vous apprendre, nous allons travailler ensemble. Et très symboliquement, au lieu de continuer à faire ce groupe dans son appartement du 14e arrondissement, ils sont venus investir mes locaux, que certains d'entre vous connaissent, et nous continuons à les fréquenter. Le groupe Artex est né dans mes 4 murs et j'en suis très fière. Et je n'en dirai pas plus d'Artex, atelier de recherche sur les thérapies existentielles. Je préfère vous montrer quelques photos prises par notre ami Paul Moliex, ici présent, grand photographe devant l'éternel et bon portraitiste. Il y a cette photo du groupe Artex où il y a encore Chantal Masquelier qui faisait partie du groupe à l'époque. Elle se retrouvera là. Il y a toutes les photos du groupe de l'époque, les portraits. Je laisse ici pour que vous puissiez regarder ça. Et à nouveau, il a à nouveau frappé, Paul Moliex, avec le groupe actuel, ici un peu flou, très mauvais, mais après de beaux portraits de nous. Je suis très belle ici et je vous le montre. Et vous pourrez voir, c'est l'exigence de cet homme, mais le plaisir que nous avons, nous, à continuer sa pensée dans la bonne humeur et beaucoup de sérieux malgré les apparences. Merci. Ah, il y en a un là? Je veux dire quelque chose? L'avantage, c'est qu'il pourra parler après à tout le monde en individuel. Marie-Noël, tu reprends la parole. Les photos, vous les verrez plus tard. Puisque nous en sommes toujours à l'engagement, je voudrais communiquer avec vous le dernier acte d'engagement qu'a eu Noël. Le dernier acte d'engagement qu'a eu Noël a été quelques minutes avant de s'endormir, puisqu'il a fait le choix de nous quitter.
quelques minutes avant de s'endormir, il m'a demandé par rapport à cette association Exit, qui lui a permis de partir dans la dignité et qui accompagne, Exit, c'est une association qui accompagne les personnes en souffrance selon certains critères en Suisse à partir dans la dignité. Et je voudrais vous partager avec vous ces dernières paroles. Ont été non pas de penser à lui, non pas de penser à moi, mais de dire, Marie-Noël, dans quelques jours, il va y avoir une votation en faveur d'Exit, la présence d'Exit dans les maisons de retraite. Et le peuple suisse a à se prononcer. Et ces dernières paroles ont été de dire, Marie-Noël, tu voteras pour moi, à titre posthume, et je te demande de voter. Et la loi est passée quelques jours après. Voilà le dernier acte d'engagement de Noël. Comme la vie continue, je voudrais qu'on continue. Alexandre, tu m'as approché. C'est la première fois que je fais un truc PowerPoint, alors c'est bon. Nous y allons. Il y a toujours une première fois. Il y a toujours une première fois, il paraît. Voilà. La gageure était de vous présenter en 20 minutes la vision de Noël Salaté de la thérapie existentielle. Alors, voilà. Il m'est venu que si j'avais à vous présenter cela, évidemment, on pourrait en parler des jours et peut-être des mois, et on n'a pas fini de développer cela. Ce qui me semblait à moi être la vision de la thérapie existentielle, la vision de Noël. Alors là, bon, d'accord. Il y avait donc ce que nous avons déjà commencé à parler tout à l'heure, c'est-à-dire ces fondements philosophiques, existentiels et humanistes. On a vu déjà comment ça prenait racine dans sa propre vie. Pourquoi? Parce que ces fondements philosophiques, on les retrouve dans ses implications de la psychopathologie et aussi, surtout, dans les implications pratiques de la clinique que nous pratiquons. Le dernier point, dans cette conduite de la thérapie, c'est pourquoi c'est important, ces aspects, ces caractéristiques de cette conduite. Eh bien, pourquoi? Parce que ça a des perspectives dans une clinique de l'existence. Ça, c'est peut-être un peu en condensé, mais voilà. Alors, les fondements, ça marche. Les fondements philosophiques, je les ai repris dans un tableau. Je répète, j'ai repris tous les textes de Noël, et je me suis dit, au fond, si on avait résumé ces fondements philosophiques, lesquels seraient-ils? Je ne suis pas parfaite, vous pourrez certainement développer cela, ou approfondir, ou préciser. J'ai déjà pu faire ça. Je ne vais pas tout vous lire, mais quand même, ce qui est important, ce sont ces différents axes. L'existentialisme, on en a parlé tout à l'heure avec Sartre, la phénoménologie, cette question de la subjectivité de la conscience, on est sujet, et l'importance pour Noël de parler des sensations, des perceptions, de toutes ces données psychologiques. Mais aussi, Noël avait cette orientation avec les philosophies orientales, on l'a dit tout à l'heure, Alan Watts, et tout le courant de la philosophie humaniste, Thoreau, Emerson, Buber, Tillich, Bugenthal, on ne va pas les renommer. Pour moi, j'ai vu cela avec ces fondements philosophiques avec une influence sur la clinique, c'est-à-dire une certaine conception de l'homme et de la morale, donc toujours cette dignité de l'homme qui est au centre, et dans les prémices valorielles, ce que nous valorisons, c'est une certaine conception de la relation. Les implications psychopathologiques, évidemment, ce qui me semble important, c'est d'échanger avec vous cet aspect de la dynamique psychique.
la dynamique psychique d'un individu en situation avec le monde. Et pour cela, il y avait deux aspects, le comment de la dynamique psychique, c'est-à-dire avec la gestalt-thérapie, le schéma du cycle de contact, avec l'assimilation au niveau de la personnalité, chacune de mes expériences qui s'intègrent dans ma structure de personnalité, et tout cela pour arriver à la pathologie de Goleman, c'est-à-dire à le développement de cette théorie du self qui était chère à Noël. Vous vous souvenez, pour certains, ou pour tous, vous connaissez, allez, je veux dire, vous connaissez tous par cœur le schéma du cycle de contact. Ça, c'était le graphique qu'avait créé Noël pour nous montrer justement le comment de cette dynamique. Ensuite, il y avait le quoi de l'angoisse, c'est-à-dire au fond, et là, à partir des textes de Yalom, cette angoisse face aux contraintes existentielles. Ce qui m'a semblé intéressant avec le recul, c'est de voir au fond, face à ces données existentielles, le conflit de force qu'il y a à l'intérieur d'un individu, justement, entre qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je valorise, tel choix ou tel autre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour moi. Et évidemment, ça c'est pas facile parce qu'on est torturé par des choix et ce sentiment d'absurdité face à la vie, face à sa propre vie. Donc c'est ainsi que Noël avait créé ce schéma de l'angoisse où finalement, confrontés aux angoisses existentielles, nous avons à faire un certain choix et donc dans cette situation, il nous avait enseigné de regarder justement comment étaient nos désirs, quelles étaient nos ressources internes et externes, et évidemment de se confronter, quelles étaient les données existentielles qui étaient en cause. La clé de tout cela, pour passer cette angoisse, disait-il, c'est la clé, c'est nos valeurs. Donc, nous allons retrouver ça dans la clinique, c'est-à-dire donc pour permettre de faire face à ces données existentielles, on va retrouver dans la clinique, de permettre à la personne de retrouver quelles sont ses valeurs, qui vont ensuite, là j'ai mes verres de contact qui chamboulent un peu, donc qui vont permettre de faire des choix, de retrouver une situation de contact, ou alors de sublimer, ou alors de quitter la situation. En tous les cas, il y a différentes possibilités. Tout cela, vous le connaissez par cœur. Et cette application clinique, évidemment, il en avait fait une psychopathologie. Françoise vous parlera de cela cet après-midi. Et il s'appelait Les aperçus sur les caractères, qui reprenait à la fois la théorie du self, les données existentielles, et il en avait fait un regard, je vous ai bien aperçu sur les caractères, un regard que nous pouvons porter sur la psychopathologie. Ce qui me paraît important juste là, c'est les implications cliniques. Combien j'ai de temps? C'est bon? Les implications cliniques. Au fond, c'est une conception de l'homme appliquée au domaine de la santé, une conception de l'homme. Noël disait, ce n'est pas la thérapie qui est existentielle, c'est le mal-être. Donc, ce que nous considérons dans ce domaine de la santé, c'est le mal-être. Comment la personne vit ce mal-être-là. Et quand elle n'arrive pas à le vivre, à le gérer, il y a une demande d'aide par rapport à une souffrance qui est mal supportée. Là, j'ai mis 2 dates pour ces implications cliniques. En 1983, vous vous en souvenez, il y avait cette conférence sur la Gestalt, une philosophie clinique, qui déjà nous avait permis d'aborder les données existentielles. En 2009, entre 1983 et 2009, il ne cesse d'approfondir cela, et principalement pour nous repréciser les prémices, les postulats, les valeurs, mais surtout les stratégies cliniques qu'il a redéveloppées, qu'il a continué à développer. Alors, ce postulat humaniste du mouvement existentiel
et toujours on parle de celui-là, il y a un postulat que l'homme est suspendu entre deux pôles, liberté, limitation. Et la question du sens. Pour Noël, la question du sens avait deux sens. Quelle signification cela a pour toi, mais aussi quelle direction tu donnes à ta vie. Ça, c'était au centre de la thérapie. Là, j'ai remis, entre autres, l'importance de l'existentialisme et de la phénoménologie dans notre thérapie, et la prise de conscience de notre être au monde, avec les 5 axes qui sont la dimension sensorielle, émotive, affective, cognitive, motrice et existentielle. Voilà les 5 axes sur lesquels nous travaillons. Le but, c'est quoi? C'est un changement de vécu de la phénoménologie, c'est-à-dire non pas on n'est plus en souffrance, mais il y a une amélioration de ce mal-être et de cette satisfaction existentielle. Et tout ça se passe bien sûr par le biais de la relation dialogale et de l'identification des mécanismes de défense. Cette conduite de la thérapie est importante parce que Noël avait créé un instrument qui s'appelle un instrument d'évaluation de la relation thérapeutique, INSERT. Et dans cet instrument-là, je comprends, le temps passe, l'importance de cet instrument sur la conduite de la thérapie. Parce que dans cette évaluation, dans cette conduite, on valorise la participation du thérapeute et du patient. Et que là-dedans, donc c'est au niveau individuel et au niveau de la relation, Noël reprenait différents critères, la responsabilité et l'engagement, la méthode thérapeutique et la finalité. Quelle est la finalité de cette conduite de thérapie avec ce patient-là? Pour ma part, ce que je vois là-dedans, ce sont des perspectives existentielles que nous verrons ensemble tout à l'heure. Voilà. Les perspectives, on les voit maintenant. Les perspectives existentielles, c'est que le patient renforce avec cette thérapie le sentiment de soi, sa conscience de soi, sa rencontre avec la solitude existentielle, son pouvoir, son autonomie, sa structure, sa capacité d'être et sa capacité à devenir. Et c'est aussi la prise en compte de ses limites internes, externes, mais surtout de sa fragilité, de son insécurité. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une thérapie qui est de plus en plus d'actualité, parce que fragilité et insécurité sont tout de même au centre de notre vie actuelle. Pour cela, il valorisait, et nous valorisons certaines attitudes, entre autres la mutualité avec différents critères, la présence, le statut assumé, le dévoilement, l'affectivité, et le je tue, et l'ici et maintenant. Tout cela, nous pourrions encore, je répète, le développer encore pendant des heures, mais ce qui me paraissait intéressant, c'est que dans cette forme de thérapie, le patient, la personne qui est face à nous, avec son mal-être, est accompagné. Il y a une rencontre de quelqu'un qui est avec, pour pouvoir être accompagné dans ce conflit de force dont je vous parlais tout à l'heure, qui au fond, j'ai une part de moi qui est forte et j'ai une part de moi qui est fragile, que je juge comme fragile, parce que j'ai des peurs, j'ai des hontes, j'ai de l'angoisse, j'ai de l'agressivité, tout ça, je ne sais pas comment faire avec ça, et je rejette la plupart du temps cette partie que moi je juge fragile. Donc nous rétablissons, est-ce que véritablement, qu'est-ce que je valorise de moi, de pouvoir réintégrer au niveau de cette personne ce qu'elle est, et si on reprend ce que disait Noël tout à l'heure, réintégrer ce que je sais de moi, ce que je crois de moi, ce que je suis. Je crois que ça c'est au centre de notre thérapie, et dans cette valorisation, à chaque fois, non pas être toujours dans une relation de dépendance au thérapeute, mais finalement quitter le thérapeute et pouvoir dire, oui, dans telle situation, je peux mettre à distance,
un peu plus toute cette charge émotionnelle, parce que je peux m'appuyer sur moi dans cet être qui peut me prendre en compte et qui sait ce qui est bon pour moi de valoriser à ce moment-là. Donc, c'est le rapport à la légitimité, à cette existence et à ce droit à être ce que je suis. Pour cela, il me semble que la thérapie existentielle, dans ce processus, dans ce nous, ça permet de se faire et de pouvoir s'identifier et de reconnaître sa valeur, sa validité. Voilà, grâce à ce processus de rencontre. Bien, je remercie Marie-Noëlle, qui va avoir un petit souci, c'est qu'elle est parfaite et il faudra maintenant que tu sois plus que parfaite. On se met des challenges sans s'en rendre compte. Merci Marie-Noëlle. Alors avant de faire notre pause, parce que nous avons besoin d'une pause, je vais vous présenter les ateliers. Vous avez une... Ah bah oui. Vous avez dehors, vous allez avoir des grandes feuilles, vous allez pouvoir vous inscrire. Les nombres de places sont toujours limités. On est face aux limites, donc vous connaissez. Vous allez être aussi face au choix et au renoncement. Donc vous êtes en plein exercice. Je veux tout, vous n'aurez pas tout, vous n'en aurez qu'une. Donc il faut vous choisir. Alors les ateliers sont... Marie-Noëlle fera... Alors on vous donnera les salles après, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. On vous les donnera après pour savoir où vous trouvez. Ça va dépendre du nombre des participants. Alors Marie-Noëlle, si vous parlez en même temps que moi, je ne vais pas y arriver. Marie-Noëlle fera les valeurs qu'elle place dans notre parcours de vie. Marie-Noëlle, les valeurs qu'elle place dans notre parcours de vie. Françoise, Signol, que vous connaissez, c'est une psychopathologie gestaltiste. Évidemment, il y a un point d'interrogation, et évidemment, nous en avons un petit peu parlé, c'est qu'il vaudrait mieux que vous soyez psychothérapeute et que vous connaissiez un tout petit peu la gestalt, parce que tout le monde est là, pas forcément avec toutes ses connaissances, ce qui n'est pas un problème, mais c'est quand même assez orienté. Paul, vous avez vu tout à l'heure Moyex, lui développera les outils développés par Noël dans sa pratique de Gestalt thérapie existentielle. C'est Paul. Elisabeth, que vous connaissez bien, fera un atelier conférence, solitude et relation. Tu l'animes seul, d'ailleurs. C'est plus solitude et relation. Et Marie Boudrol fera un atelier débat, vous voyez la différence, l'imperfection. Ce n'est pas la perfection, mais c'est l'imperfection. Donc, toi, tu y vas à la vie. Mais tu feras deux ateliers. Limitation et perfection. Alors, faut pas me chercher. Donc là, nous avons une pause. La pause se fait là, je crois, au bar. Ce que je vous demande, c'est de vous inscrire, ce que nous vous demandons, c'est de vous inscrire. Et puis, vous êtes déjà parti parce que vous avez soif, et d'être là à 11h30. On a une demi-heure. Nous sommes parfaits dans les temps. Alors, vous n'oubliez pas de remettre vos téléphones en marche quand c'est fini, mais si vous pouvez les éteindre, c'est mieux. Maintenant, nous allons changer un tout petit peu de registre, si je peux dire. Déjà, vous avez deux magnifiques Ikebana qui sont là. Quand je dis Ikebana, deux magnifiques Ikebana, je parlais de ça, bien sûr, et non pas de nous. Pas de confusion. Notre... Tu te prénommes comment? Philippe. Des fois je me trompe, c'est une catastrophe. Non, notre ami Philippe va vous faire aller dans une promenade. Vous
vous avez vu que l'intitulé est Promenade avec mon angoisse, mais c'est lui qui parle, c'est son angoisse, chacun la sienne. Avec, vous verrez, d'une manière originale. Puis nous irons tout de suite après avec mon intervention, une intervention sur l'angoisse, la liberté, etc. T'es libre. Je suis les mains libres. Et je ferai une intervention qui, sur le titre que j'ai intitulé, vous le verrez tout à l'heure, puis dans une autre tonalité. Et puis, comme forcément, il y a une bonne tête. Est-ce que là, de parler comme ça, ils entendent au fond? Non, ils entendent plus. Ah, c'était mieux avant. Alors, est-ce que tout est bon? Bien, on va pouvoir commencer. Et après les deux interventions, je pense qu'on aura un petit peu de temps pour vous donner la parole, poser des questions ou dire un petit peu ce qui est présent. Et avant de se quitter, je pense que Marie, dans sa grande organisation, a dû déjà mettre par rapport aux ateliers les espaces où vous pourrez vous retrouver. Donc je vous les indiquerai à ce moment-là. Pour l'instant, je laisse mon ami Philippe à ta Ça va. promenade. D'abord, bonjour. Ça va? Au niveau du micro, ça va? C'est celui-là? J'ai pas beaucoup l'habitude de... Ah, alors ça commence bien. Vas-y. Ah. Oui. Oui, Et moi, tu me le laisses ouvert. oui, c'est bon? Un, deux. Ah non, laisse-le-moi. Mais j'en ai besoin, moi. Oui, c'est bon là? Oui. Non? Si, c'est bon. Pas les deux autres, parce qu'il faut que ça soit bon aussi pour moi. J'ai pas beaucoup l'habitude de parler devant une si grande assemblée, alors je vais utiliser mes notes parce qu'autrement je vais me perdre. Quand je me suis engagé avec mes collègues d'Artex, je dois parler plus fort d'après ce qu'on nous dit, à répondre à cette journée, il y a eu tout de suite un désir de vous parler de ce que Noël Salaté m'a apporté. Et puis l'angoisse est surgie, une angoisse sourde et insistante, souvent les journées et les nuits, surtout les nuits d'ailleurs, avec cette pensée lancinante, qu'est-ce que je vais bien leur dire? Alors j'étais avec cette idée-là, et puis les collègues d'Artes m'ont demandé de peut-être prendre la question de l'angoisse. Alors je l'ai fait. Puis une phrase d'Arthur Rimbaud est arrivée dans ma tête, c'est « Je suis un piéton, rien de plus ». Et je me suis dit, vous êtes comme moi, des piétons, et nous allons nous promener dans cette histoire de l'angoisse. J'espère que ça sera une promenade agréable pour vous, elle l'a été pour moi. Suite à cette phrase d'Arthur Rimbaud, je retrouvais une certaine liberté, et je suis là, présent avec vous, et je me dis c'est plutôt une bonne chose. Je vais vous commencer par vous raconter ma première rencontre avec Noël Salaté, le 6 mars 1994, aux journées de la SFG à Lille. Le thème de ces journées était « Regard gestaltiste sur la psychopathologie ». Jeune gestalt thérapeute, j'avais proposé un atelier sur quelques suivis thérapeutiques au sein d'un centre médico-psychologique de jeunes diagnostiqués de bouffées délirantes ou de psychose, bref, si vous utilisez plus ce DSM. J'ai vu arriver Noël Salaté à mon atelier, ce qui, vous imaginez bien, a aggravé déjà mon stress très présent. Il m'a écouté avec silence, une présence, ce qui m'a étonné, une présence humaine tendre et vraiment chaleureuse. Puis, par une succession de questions d'une très grande finesse clinique, il m'a permis d'éclaircir mon propos dans cet atelier. J'ai été impressionné par cet homme, par sa curiosité pour le travail dans lequel je m'étais engagé dans cet atelier. Je m'aperçois, c'est pas tout à fait juste, j'ai noté, mais je m'aperçois maintenant que j'ai oublié de vous préciser que le sous-titre de cet atelier était « Les émergences massives de l'angoisse ». Le thème de l'angoisse est à nouveau là aujourd'hui avec nous.
Et par cette conférence, avec un clin d'œil au 6 mars 1994, je rends hommage aujourd'hui à Noël Salaté et je le remercie de m'avoir montré que la simplicité et l'exigence pouvaient être associées. Dans son livre « De l'angoisse à la méthode dans les sciences du comportement », Georges Devereux nous dit « Toute science du comportement est entravée par l'angoisse que provoque le chevauchement du sujet d'étude et de l'observateur. Angoisse qui déforme la perception et l'interprétation des données et produit des résistances. » J'ai 60 ans cette année. Et les différentes expériences de mon parcours professionnel ont été marquées par des postures épistémologiques particulières, où à chaque fois, l'angoisse, comme phénomène clinique, était objet d'étude. J'ai commencé par le contact avec la maladie mentale, la folie, la psychose. C'était le règne du médical, avec une description objective, scientifique, mesurable de cette notion de l'angoisse, une angoisse médicalisée. Ce fut une expérience utile pour moi. L'angoisse de l'autre, je pouvais la comparer à la mienne. L'autre, le fou, le malade ou l'enfant psychotique, avec son angoisse massive, m'a permis de me poser une frontière, bien sûr poreuse, mais une frontière de mise à distance et en même temps de rapprochement avec la mienne d'angoisse. Ma seconde expérience professionnelle a été marquée par la psychologie. Les troubles de la personnalité, je